Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Dimitri. Bonjour Thomas. Merci d'être là sur Huntington Podcast. Aujourd'hui, on va parler un peu de toi, ta vie, de comment tu as connu la maladie de Huntington et de tes projets actuels et peut-être un peu de ton futur. Est-ce que déjà tu peux nous dire un peu comment Huntington est arrivé dans ta vie ? Alors en fait, Huntington est arrivé dans ma vie par mon père. Donc, comme c'est une maladie génétique et héréditaire, j'ai hérédité du gène défectueux. Donc il faut savoir que j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans. À l'époque, il n'était pas entouré, il n'avait pas d'entourage familial, donc il ne savait pas qu'il avait la maladie de Huntington. D'accord. Nous, on était trop jeunes, donc on ne savait même pas la maladie qu'il avait. Mes parents étaient séparés en plus. Okay. Et il faut savoir qu'il a fini, il était SDF pendant une dizaine d'années. D'accord. Et il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique et à la fin en EHPAD. Okay. Donc c'est comme ça en fait que j'ai découvert sans le savoir la maladie de Huntington. Donc, et c'est après qu'elle a découvert vers 11 ans, c'est ça Voilà, mais à l'époque je ne savais pas que c'était la maladie de Huntington. Et exactement. Donc toi t'as grandi ton adolescence, t'as vu ton père petit à petit se dégrader, complètement. Les symptômes évoluer, et au bout d'un moment vous êtes perdu de vue. Comment ça se fait qu'il est passé SDF? C'est que... Alors moi on n'habitait pas dans la même région en fait. D'accord. J'étais dans le nord de la France, lui il était dans le sud. Toi tu vivais avec ta mère? Dans la ville de Nice, c'est ça, voilà. Ouais. Moi je vivais avec ma mère qui était remariée, qui a fait un nouvel enfant en fait dans son second mariage. D'accord. Du coup j'avais plus aucun rapport avec mon père et des fois je le voyais vraiment très brièvement quand j'allais dans le sud chez ma grand-mère parce qu'il était complètement perdu, donc il cherchait de l'aide. Et il s'avère qu'il venait une fois tous les 3 mois chez ma grand-mère pour demander des vêtements, à manger et de l'aide. Voilà. Okay. Et en fait j'ai découvert que c'était la maladie de Huntington. Donc quand ma sœur a eu la majorité, parce qu'elle avait 18 ans, et elle a pu demander le dossier médical de mon père. D'accord. Et c'est là, donc elle a entrepris des études médicales, elle était infirmière, donc elle s'est intéressée forcément aux maladies, et plus précisément à la maladie de notre père, et c'est comme ça qu'on a appris que c'était la maladie de Huntington. Donc en se renseignant, on a découvert que c'est une maladie génétique, héréditaire, et de là je savais que j'avais 50% de chance d'être porteur du gène défectueux. Et à ce moment-là, t'as quel âge toi? Ta sœur elle a 18 ans? Ma sœur a 18 ans, donc moi je suis adolescent, quoi. Je suis en pleine adolescence. Non, enfin, ma sœur était quand même un peu plus âgée. Je dis 18 ans, mais elle devait avoir déjà 20 ans. D'accord. Moi j'avais 13-14 ans. Ok. Quelque chose comme ça. Et tu te dis quoi? Parce qu'à 13-14 ans, tu comprends que donc toi t'es potentiellement malade, qu'il y a des chances, une malchance que tu le sois. Et toi tu penses à quoi à ce moment-là? Ce que j'ai exprimé comme émotion, je pense comme toute personne, c'est de la peur en fait. Ouais. C'est vraiment la première expression qui m'est venue en fait à ce moment-là, c'est que j'avais peur. Et de ce fait, j'ai mis ça de côté en fait. J'essayais de pas y penser. Je me disais, bon, je sais que j'ai 50% de chance d'être porteur de ce gène, mais en même temps, j'ai 50% de chance de ne pas l'avoir. Donc j'ai mis ça de côté, je me suis pas trop préoccupé. Ouais. Et je pense que comme j'étais jeune, j'étais pas assez mature et responsable, j'ai pas poussé mes recherches dans la maladie de Huntington, je savais pas vraiment ce qu'étaient les symptômes, je savais pas vraiment comment un malade de Huntington vivait. Et j'avais aucune idée de ce à quoi je pouvais prétendre dans quelques années. Je ne savais pas que je pouvais faire un test présymptomatique. Je connaissais vraiment absolument rien à cette époque-là. Ouais, t'avais juste vu que c'était une maladie qui faisait très peur. Voilà, exactement. Et puis ouais, voilà. C'est ça.
Et ensuite, plus les années sont passées, donc j'ai grandi, et je me suis toujours dit, bon, j'ai découvert en fait que je pouvais faire le test présymptomatique. Ma sœur, elle était au courant aussi, mais elle n'a pas voulu le faire, elle avait peur. D'accord. Moi, j'étais exactement comme ma sœur, j'avais trop peur, donc j'ai jamais voulu faire ce test. Et du coup, j'ai attendu la deadline, entre guillemets, pour moi, c'était mes 30 ans, parce que ma sœur a eu les premiers symptômes autour des 30 ans, mon père également, donc je me suis dit, bon, c'est une maladie génétique héréditaire, pour que tu puisses te projeter dans ta vie et savoir un peu où tu vas, il faut au bout d'un moment que tu prennes le taureau par les cornes et tu fasses le test. Donc voilà un peu comment je... Ouais. Et donc ta sœur l'avait fait avant toi. Elle a été positive. Elle était déjà malade, ouais. Les symptômes, elle avait déjà les symptômes, okay, elle avait déjà des problèmes d'articulation, elle perdait déjà l'équilibre, elle avait déjà des problèmes de changement d'humeur, dépressif, agressivité. Et en fait, à ce moment-là, moi j'ai dit à ma famille, j'ai alerté ma famille, j'ai dit mais elle doit avoir la maladie Huntington. Sans savoir, parce que je ne connaissais pas, encore une fois, à cette époque-là, plus que ça la maladie Huntington. Je ne pouvais pas dire que les symptômes de ma sœur correspondaient exactement à la maladie. Mais étant donné que je savais que c'était une maladie génétique héréditaire, je me disais, bon, il y a 75, enfin même plus, 90% de chances que c'est ce cas-là, c'est pas possible. Et donc il s'est avéré que c'était ça. Oui. Et donc, toi ensuite, tu fais le test. Donc à ce moment-là, t'es dans quelle région de la France ? Alors moi, le test, je l'ai pas fait tout de suite après que ma sœur a été testée et qu'on a découvert qu'elle était atteinte de la maladie. Parce que j'étais au Canada, en fait. Je vivais à Vancouver. Et du coup, quand je suis rentré de Vancouver, j'ai trouvé un CDI sur la région parisienne. D'accord. Donc je me suis pas tout de suite lancé dans le protocole pour faire le test. J'étais concentré sur ma nouvelle vie parisienne et sur ma carrière professionnelle. Et puis en fait, je me suis renseigné un jour sur les centres pour pouvoir faire le test présymptomatique dans la région parisienne, et j'ai découvert l'hôpital de la Salpêtrière. Je me suis enregistré. Et en fait, ils ont mis 1 an à me rappeler avant que j'ai un rendez-vous. Donc j'avais mis ça de côté, je pensais même plus que j'allais faire le test. Okay. Et ils m'ont rappelé l'année d'après, et ils m'ont dit, bah voilà, Dimitri, on a bien reçu votre email l'année dernière, on vous propose un rendez-vous dans 3 semaines. Moi, j'en revenais pas, je me disais, mais je vous ai envoyé un mail l'année dernière, je me suis dit, bon, bah maintenant que j'ai le rendez-vous, je pensais plus du tout faire le test en fait, et je me suis dit, bon, bah maintenant que j'ai le rendez-vous, j'ai attendu 1 an, je vais y aller. Ouais. Et voilà comment j'ai entrepris les démarches pour faire le test. Ouais. Et donc là, t'as rencontré au départ, parce que si tu peux nous parler un peu du test, comment ça s'est passé, parce que t'as rencontré au départ une neurologue. C'est ça. C'est ça. Non, même pas, non, j'ai pas rencontré une neurologue, moi j'ai directement rencontré la généticienne, le professeur Dur de l'hôpital de la Salpêtrière. Ouais. Après, t'as eu quand même un passage avec la psychologue. Suivi psychologique, complètement. Ouais. À ce moment-là, toi, t'étais déterminé à le faire. Moi, je voulais absolument faire le test. Parce que généralement, ils te posent quand même la question. Enfin, tu vois, ils essayent un peu de, pas de mettre des doutes, mais ils essayent d'un peu de tester, voir si tu veux vraiment avoir ce résultat. Donc, toi, ils veulent s'assurer, oui, que tu veux vraiment aller jusqu'au bout et les raisons pourquoi tu veux le faire. Et en fait, comme je leur expliquais, c'est ce que j'expliquais un peu au début de l'interview, c'est que j'avais besoin de me projeter dans ma vie, en fait. J'avais la trentaine, il fallait que je sache si je pouvais faire une vie de famille, si je pouvais avoir des enfants, si j'étais prêt à reprendre mes études. Donc je voulais accélérer ma carrière professionnelle en reprenant mes études et en faisant un master. Et donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse ce test pour pouvoir me projeter et prendre des décisions dans ma vie, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé et motivé à faire le test. Ouais. Et donc, l'attente pour avoir le résultat, tu t'en souviens ? À peu près 10 mois, je pense, entre le premier rendez-vous et le résultat. Oui, il s'est passé 10 mois, quelque chose comme ça. Et t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là, tu t'en souviens ? Puisque il y a eu un doute au bout d'un moment qui s'est immiscé durant ces 10 mois-là ou... Alors j'ai pas eu de doute par rapport... Ou on va dire une angoisse qui montait d'avoir bientôt le résultat. Voilà, c'est ça. Je voulais toujours avoir le résultat, ça j'étais convaincu, parce que j'y ai réfléchi, en fait, j'ai eu le temps de réfléchir à ça depuis que j'étais ado finalement. Exactement. J'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis que j'ai découvert cette maladie, je le savais, et pour moi, c'était les jours de vérité en fait, il fallait que je sache. Alors, ce qui était marrant, c'est que quand on fait le test, c'est ce que j'expliquais avec la généticienne, il y a une question qui s'enlève, une question à laquelle on se pose depuis notre adolescence ou depuis notre enfance. Donc cette question, on y répond,
Mais il y a 10 000 autres questions qui arrivent dans notre tête à l'issue de ce résultat. Et bien entendu, oui, avant le résultat, j'étais hyper stressé, angoissé, et j'avais énormément peur d'être positif, oui, bien sûr. Ouais. Et donc là, on t'a annoncé que tu étais positif. Mm-hmm. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Est-ce que on va dire, ça a confirmé une intuition que tu avais, ou t'es un peu tombé de ta chaise ? Je suis tombé de ma chaise, ouais, complètement. Ouais. Je suis tombé de haut. J'avais quand même espoir, en fait, sachant qu'il y a une chance sur 2. En plus, on est 2 enfants issus du même père. Mm-hmm. Donc, comme la généticienne me disait, généralement dans les familles, il y a un enfant sur 2. Bon, là, il y a eu les 2 enfants touchés. C'est comme ça. Hein, c'est statistique, en fait. Voilà, exactement, c'est ça. Et non, du coup, c'était vraiment un choc pour moi, traumatisant. Et du coup, ce que je me suis dit, j'ai voulu rebondir tout de suite, en fait, après ce test. Donc, comme je t'expliquais, je pensais reprendre mes études et pouvoir accélérer ma carrière professionnelle en partant à l'étranger. Ouais. Étant donné que je suis un passionné de voyage, de langue, de culture et de rencontres de gens des 4 coins du monde, j'ai pris la décision, une semaine après, de faire un tour du monde. D'accord. Voilà. Donc, la décision, ça, elle s'est vraiment fait... Donc super rapidement. En une semaine, tu as décidé de lâcher ton CDI. C'est ça. Et 4 mois après, je démissionnais. Donc j'ai eu les résultats au mois de janvier. Au mois de juin, je prenais l'avion et je commençais mon tour du monde. Okay. Et je pense que justement, c'est ça qui m'a aidé, en fait, parce que j'ai pas eu le temps de cogiter, de réfléchir. J'avais tout de suite un gros projet à préparer. Ouais. En plus, un tour du monde tout seul. Tu passes d'étape en étape. Exactement. Et forcément, c'est anxiogène aussi de partir tout seul à l'aventure aux 4 coins du monde. Donc j'ai dû préparer tout ça. J'ai pas eu le temps de réfléchir du tout. Déménagement, j'ai quitté ma vie parisienne, j'ai quitté mon travail, etc. Donc super actif pendant les 6 mois après ce résultat. Et comme tu le mentionnes, en fait, dans les voyages, t'es ultra occupé. Ouais. T'es tout le temps en activité, en fait, et tu rencontres des nouvelles personnes, tu rencontres des nouveaux endroits, des nouvelles cultures, donc t'es tout le temps dans la découverte et dans l'apprentissage, et t'as pas le temps de te poser. T'as pas le temps de réfléchir à tout ça, voilà, c'est ça, exactement. Et je pense que, pour moi, ça a été une bonne idée de faire ça, clairement. C'est un peu, chacun a son... On va dire, trouve un peu la solution pour se protéger et puis, on va dire, faire le deuil du résultat. Donc, toi, ça a été de partir... Je pense qu'il faut essayer de transformer cette expérience qui est négative et traumatisante et s'en servir en moteur, en fait, faire quelque chose de positif derrière. Ouais. Et pour moi, les voyages, c'était une évidence. C'est ce que je disais avec la psychologue à la Salpêtrière. C'était parce qu'en fait, j'avais déjà eu des expériences à l'étranger, j'avais déjà énormément voyagé. Et moi, j'ai cette sensation, quand je suis à l'étranger, d'avoir plusieurs vies, en fait, dans ma vie. Donc, je trouve que c'est super riche d'expériences. Et sachant que je suis porteur positif de la maladie de Huntington, je me suis convaincu que je vais avoir une vie courte, mais qu'elle devrait être riche. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers des expériences très riches et sur les voyages et les expériences à l'étranger, voilà. Je te rejoins un peu, on est un peu dans la même situation de vie, on va dire que moi depuis l'adolescence aussi, inconsciemment, j'ai comme toi eu un peu cette épée de Damoclès autour, que j'ai fait le test, qui a été positif comme toi, mais à mes 30 ans à peu près. Ok, d'accord. Et c'est vrai que moi, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais rester là à regarder ma courte vie ? On le sait jamais, mais c'est ce qu'on s'imagine, on va dire que la vie va être plus courte. Complètement. Et donc je me suis dit, allez, il est temps d'enchaîner les projets et de faire des choses, quoi, tu vois. Exactement. Et en effet, je pense que sur ça, on se rejoint un peu. En fait, ça va paraître étrange, ce que je vais dire, mais je pense que si j'aurais pas eu ce résultat positif et si je serais pas touché par cette maladie, directement et indirectement, j'aurais pas fait les expériences que j'ai faites. Aujourd'hui, c'est devenu un moteur dans ma vie parce que je me dis, mais j'ai rien à perdre, il faut que j'y vais, il faut que je vive, en fait. Exactement. Et je me dis, de toute façon, la maladie d'Huntington, ça va être beaucoup plus dur que de traverser l'Amérique du Sud, par exemple, à vélo, ou de faire n'importe quel challenge sportif, ou... Il faut que j'y vais, en fait. Et c'est ça qui me pousse aujourd'hui vraiment à faire des choses.
Je prends plus de risques dans ma vie et je vis... Qui au final ne sont pas des gros risques, hein, quand une fois que tu les vis. C'est pas un gros risque, on va dire, de faire tes voyages et tout ça, mais pour en tout cas beaucoup, à mon avis, dans leur quotidien, se dire que je vais lâcher mon CDI et tu vois, et partir faire le tour du monde. Je sais pas si t'avais par exemple beaucoup d'argent de côté quand t'as fait ça. Mais si j'avais de l'argent de côté. T'avais un peu d'argent de côté. C'est pour ça aussi que... Mais même, enfin je veux dire, au bout d'un moment, sauf si t'es millionnaire, mais au bout d'un moment, l'argent, ça se termine. Complètement, oui. Et voilà, il y en a beaucoup, je pense, qui s'auraient fait peur de lâcher un CDI. Alors surtout que, enfin voilà, comme tu l'as dit, j'ai démissionné d'un CDI, donc j'ai pas eu de chômage, j'ai eu aucune aide, c'est tout de l'argent que j'avais mis de côté. Et j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mes affaires, j'ai vraiment tout quitté, quoi. Ok. Et après ce tour du monde, t'es revenu en France ? Je suis revenu en France, voilà. Ok. Juste avant la pandémie, en fait. Je suis rentré au mois de janvier 2020. Janvier 2020, d'accord. Ok. Et t'étais revenu en France pour faire quoi ? Alors en fait, je devais pas rester en France longtemps. Normalement, j'avais un visa de travail en Nouvelle-Zélande. D'accord. Parce que moi, comme tu le comprends, je suis fasciné par la vie à l'étranger et les voyages. Donc je voulais partir vivre en Nouvelle-Zélande, en fait. J'étais rentré ici pour passer du temps un peu avec ma famille, faire un check-up médical, refaire mes papiers, passeport, etc. Et je devais repartir. Et forcément, la pandémie... T'as stoppé net. La pandémie m'a stoppé net, voilà. Okay. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres projets. Cette idée de faire un voyage pour la maladie de Huntington et les associations de Huntington, j'y avais déjà réfléchi, en fait, durant mes voyages. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que ton projet actuel, c'est de partir faire le tour d'Amérique du Sud. C'est ça. À vélo. À vélo, exactement. Tu peux nous en parler un peu plus. Pourquoi cette idée Alors en fait, mon projet, il s'appelle Explore for Huntington. Explore for Huntington parce que je vais explorer un continent pour la maladie d'Huntington. Je mettrai les liens de tes réseaux sociaux. De mes réseaux, ouais. Dans la description de l'épisode. D'accord, ok. Donc Instagram, Facebook, Explore for Huntington pour me suivre. Alors pourquoi j'ai choisi l'Amérique du Sud ? Parce que c'est la région la plus touchée au monde par la maladie de Huntington. D'accord, je sais pas. Donc déjà pour ça. Et deuxièmement parce que historiquement ils ont découvert, donc c'est une chercheuse américaine en 1993 qui a découvert pour la première fois le gène de la maladie de Huntington au Venezuela. D'accord. Au lac Maracaibo exactement. Et donc je trouve qu'il y a une histoire en fait en Amérique du Sud par rapport à la maladie de Huntington. En plus, troisièmement, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les gens là-bas, ils sont touchés par la maladie de Huntington, mais en plus, ils sont confrontés à la pauvreté. Tout à fait. Donc, ils n'ont pas forcément accès à l'électricité, à l'eau, ils n'ont pas le confort qu'on a ici, ils n'ont aucune aide médicale, ils n'ont pas de psychologue, ils n'ont pas de neurologue, à moins d'être dans des grandes villes comme Bogota, Medellín, et encore, il y a très peu de spécialistes. Mais du coup, il y a plein de communautés dans l'Amérique latine qui sont touchées par la maladie d'Huntington et d'ailleurs qui ne savent même pas qu'ils ont la maladie d'Huntington. Ils savent qu'ils ont une maladie, mais ils savent pas la maladie. Voilà, il y a encore des gens qui ne savent même pas qu'ils ont la maladie d'Huntington parce que ces gens-là ne sont même pas tous recensés en fait. Donc le but des associations aussi là-bas, c'est de recenser les gens qui ont la maladie d'Huntington. Et donc voilà, je me suis dit, je vais apporter toutes mes expériences précédentes et mes compétences, donc mes expériences de voyage, mes challenges sportifs et mes compétences linguistiques et le faire pour une bonne cause. Et pour une cause qui me tient à cœur forcément puisque je suis touché directement par cette maladie. Ouais. Toi, tu avais à cœur de repartir en fait en voyage et en même temps de coupler ça en fait avec on va dire une motivation autre que juste le voyage. Exactement. En fait, moi, comme je t'ai expliqué, depuis que j'ai eu le résultat positif de la maladie, j'ai fait le choix dans ma vie de vivre de mes passions, en fait, de faire des choses qui pour moi ont du sens. Mais je me voyais pas retourner à travailler en banque de 9h à 6h dans une routine, à faire un métier qui avait aucun sens pour moi. Non, c'était pas possible. Donc là, on va dire, tu auras comme contact sur place les associations de la maladie Huntington. Exactement. C'est ça. Alors en fait, c'est une très bonne question parce que grâce à la pandémie, finalement, je voulais partir l'année dernière. Mais je pense que ça aurait été un peu précipité parce que j'avais pas le réseau, j'avais pas du tout encore communiqué suffisamment sur le projet.
j'étais moi-même pas cycliste, donc j'étais pas entraîné à vélo, j'avais pas les compétences pour réparer mon vélo, pour faire un tel voyage. Du coup, tout ce temps, grâce à la pandémie, les confinements, etc., moi, ça m'a permis vraiment de me focaliser sur ce projet et de me créer un magnifique réseau. Donc, c'est ça la magie des réseaux sociaux, en fait, c'est que via Instagram et Facebook, tu peux te mettre en lien avec des Américains, des Africains, des Vietnamiens qui sont touchés par la maladie de Huntington. C'est sûr. Et donc, je parle avec des gens des quatre coins du monde qui sont touchés directement ou indirectement par la maladie. Et en plus, voilà, je me suis mis donc en contact avec des associations, des chercheurs, des neurologues, des scientifiques. Ouais. Et là, ce qui est génial, c'est donc j'aimerais mentionner 2 associations avec qui je travaille également, en plus de l'association Huntington France, donc c'est l'association Huntington Europe. D'accord. Et l'association Factor H, donc qui a été créée en fait par un chercheur espagnol qui vit à Los Angeles. D'accord. Donc lui, il n'est pas touché directement par la maladie de Huntington, mais c'est un chercheur. En fait, il a fait sa thèse, son doctorat sur la maladie de Huntington. Il a dédié sa vie à la cause de la maladie de Huntington. Il travaille à Los Angeles sur cette maladie pour trouver un potentiel traitement. Et en fait, en faisant des conférences en Amérique latine, il a été touché par les gens qu'il a rencontrés, puisque quand tu travailles dans un laboratoire pour une maladie, tu sais que tu travailles pour une maladie, mais tu vois pas directement les malades, en fait. Et le fait d'aller à des conférences et à des congrès en Amérique latine, il a été touché encore plus en voyant les malades et en voyant les familles touchées par cette maladie. Et il s'est dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc il a créé cette association qui s'appelle Factor H et qui vient en aide aux communautés du Venezuela, de la Colombie, du Pérou. Et en fait, l'objectif, donc, c'est de recenser, comme j'expliquais, toutes les communautés qui sont atteintes par la maladie, d'aider les enfants qui sont à risque, orphelins, et qui ont perdu des parents de la maladie, hein, donc, parce que forcément ils ont pas d'argent et ils ont très peu de moyens. Et bien entendu de continuer les recherches sur la maladie via son association. Donc voilà, je suis en contact avec eux. Et toi, le but de tout ça, c'est qu'on puisse te suivre déjà sur les réseaux sociaux pendant ton voyage. Tout à fait. Et que tu fasses découvrir aussi comment la maladie Huntington en Amérique du Sud est prise en charge, comment elle est vécue par les habitants, et que tu mettes un peu la lumière sur la maladie Huntington, mais on va dire en Amérique du Sud. Alors moi, en fait, dans mon projet, ce que j'aimerais apporter justement via ce projet, c'est que, comme tu le comprends avec mes expériences précédentes, j'ai vraiment une vision mondiale désormais des choses, donc pas forcément sur la maladie Huntington, hein, mais sur n'importe quel domaine. Et je pense que c'est important que, en fait, comme j'explique aux gens avec qui je parle sur la maladie ne s'arrête pas aux frontières, en fait. Donc il y a des malades de Huntington en Belgique, hein, en Suisse, en Espagne, en Afrique, en Inde, voilà, exactement. Et du coup, je pense que comme c'est une maladie rare, on n'a que 6000 malades en France, plus on sera solidaires les uns les autres, on échangera nos informations, on travaillera ensemble et on fera de la visibilité pour cette maladie, plus je pense qu'on pourra faire avancer les choses. Forcément, plus on est nombreux, plus on fait du bruit, entre guillemets. Donc ça, c'est mon premier objectif par rapport à mon projet. Et ensuite, voilà, comme tu le disais, le deuxième objectif, c'est de partager donc toutes les rencontres que je vais faire durant mon projet avec les communautés Huntington, les associations, et le partager avec la communauté française, la communauté internationale, européenne, voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu as besoin d'argent pour ce projet, je l'imagine? Donc on peut te faire un don pour t'aider. Tout à fait, j'ai créé une cagnotte sur GoFundMe, donc vous pouvez le trouver, c'est Explore for Huntington, le nom de la cagnotte. Vous tapez, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Vous tapez Explore for Huntington sur Google, vous tombez directement sur la cagnotte. Donc j'ai déjà, là actuellement j'ai plus besoin d'argent pour le budget de mon voyage, la partie matérielle et le vélo. Donc tous les dons que j'aurai actuellement, ils iront directement aux associations Huntington France. Voilà. Ok. Donc là, on va dire que tu attends, la pandémie fait que t'as pas encore de date de départ, mais ça pourrait être, on va dire, dans quelques semaines, courant septembre, peut-être octobre 2021. Avant si tu peux, mais... Voilà, c'est ça. Alors moi, ça fait depuis 1 an que je dis que je vais partir. Tous les mois, les gens me posent la question, Dimitri, quand est-ce que tu pars? Donc, je dis, je vous inquiétez pas, je pars dans quelques mois. Puis au final, on est reconfiné et on se prend une énième vague et un énième variant de coronavirus.
Donc comme tu le comprends, je suis complètement dépendant de la situation sanitaire. En plus, la situation sanitaire française, elle ne reflète pas forcément de la situation sanitaire en Amérique latine. Bien sûr. Donc ça, il faut aussi que je me renseigne par rapport à la situation de là où je vais me rendre. Et idéalement, moi, j'aimerais partir courant septembre. En fait, je voudrais laisser passer l'été pour avoir des billets d'avion un peu moins chers. Et là, je pense que l'idéal pour moi, ça serait de commencer par le Mexique, parce que c'est un pays qui n'a jamais fermé ses frontières aériennes en fait, depuis le début de la pandémie. Les frontières terrestres sont ouvertes entre le Mexique et l'Amérique centrale. Ouais. Donc je sais actuellement, je suis en contact avec des voyageurs à vélo qui ont traversé l'Amérique centrale et le Mexique ces 6 derniers mois, donc je sais que c'est faisable, à moins bien entendu qu'il y a une grosse vague dans les quelques mois qui arrivent et que là ils referment les frontières terrestres. Ça, je peux pas parler à la place des gouvernements locaux forcément, mais c'est la solution qui serait le plus envisageable actuellement, de partir au mois de septembre, de commencer par le Mexique, le temps de traverser le Mexique et l'Amérique centrale, on arriverait au mois de mars 2022. D'accord. Donc je pense que d'ici là, la campagne de vaccination aura avancé. Ouais. Et j'espère que la pandémie évoluera dans le bon sens, quoi. Bon, écoute, déjà pour ça, on te souhaite bien du courage, mais merci bon beaucoup, Thomas. Ici. Merci. Et on te suivra sur les réseaux sociaux. Et merci à vous de m'encourager, de me donner de la force, à tous les messages que j'ai, parce qu'il faut savoir que j'ai des dizaines de messages sur les réseaux par semaine de personnes qui découvrent mon projet. En fait, ça va au-delà de juste un voyage à vélo et juste mon projet. C'est que là, je suis vraiment en train de me créer un réseau dans la communauté Huntington. C'est ça, ouais. Et ça m'aide également dans ma vie face à cette maladie, en fait. C'est un peu une forme de thérapie, je pense, de m'entourer. Bien sûr. Donc, c'est clairement bénéfique et je remercie tous les gens qui m'accompagnent dans ce projet. Ouais. Non, mais je pense qu'en effet, c'est important, c'est que pour toi, c'est une thérapie, mais aussi pour nous qui allons le suivre, ça va aussi nous montrer comment on est à l'étranger, que finalement en France on est très bien, complètement, même si rien n'est parfait. Ça permet aux gens de prendre du recul. Voilà, ça nous permet de prendre du recul. Ça nous permet de voir que ça se cantonne pas à notre famille ou on va dire aux peu de gens qui ont entendu parler, qui ont la maladie, que c'est une maladie qui est mondiale. Et qu'il y a toujours besoin d'aide, besoin de bénévoles dans les associations pour aider les malades, que ça soit en France ou en Amérique du Sud, et que voilà, qu'on vit tous la même chose dans tous les autres pays du monde. C'est ça, exactement. Donc merci pour ce projet. Merci à toi Thomas, merci beaucoup. Si c'est en train de se terminer, ça passe vite. Si tu veux dire un dernier mot, un dernier conseil. Mon mot de la fin, en fait, je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit au début du podcast par rapport à mon expérience et comment j'ai rebondi en fait face à l'annonce de mes résultats. C'est que j'encourage vraiment les gens à ne pas perdre espoir en fait, alors qu'ils sont porteurs positifs ou négatifs, qui sont touchés de loin ou de près de cette maladie ou d'autres maladies, parce que bien entendu il existe un tas de maladies et un tas de problèmes dans notre vie, mais de ne pas perdre espoir et d'essayer de toujours avancer, de réaliser leurs rêves en fait, parce qu'on vit qu'une fois et on pourra jamais revenir en arrière. Et je pense que c'est super important de pas forcément écouter, de ne pas se laisser guider par nos peurs, de pas écouter les stéréotypes et de vivre nos propres expériences en fait. Et de se servir de choses négatives comme moteur en fait dans notre vie. Et c'est vraiment comme ça que j'encourage les gens de réagir face à cette maladie. Alors bien entendu, je suis pas en train de dire que pour moi c'est facile tous les jours et que j'ai aussi des angoisses par rapport à tout ça. Bien entendu, je m'interroge sur les symptômes quotidiennement parce que je sais que je suis porteur positif. Mais je pense que on peut quand même essayer d'avancer, de se battre et de faire des choses qui nous rendent bien finalement en fait. Et super message en effet, c'est de pas, j'ai déjà dit dans notre épisode, mais de pas baisser la tête, de pas faire l'autruche quand il y a des problèmes, parce que la maladie de Huntington entraîne des problèmes, que ce soit d'un point de vue psychologique, des peurs, des angoisses. Complètement. Où on se demande, enfin nous à notre stade, on est encore bien physiquement, mais on a la chance. C'est vrai que des fois, quand on peut percevoir des petits signes, et on se demande, est-ce que c'est Huntington ou c'est juste aujourd'hui je suis fatigué? C'est exactement ça. Ou voilà, c'est un peu de la paranoïa comme ça. Et qui font que c'est des petites angoisses au quotidien, mais qui des fois n'ont pas lieu d'être. Mais voilà,
c'est pour tout le monde pareil. Complètement. Même si on vous parle là dans le micro, ça veut pas dire qu'on vit bien la maladie. Voilà, exactement, c'est ça. C'est juste qu'on va dire on prend les problèmes les uns après les autres, on prend le taureau par les cornes et puis on essaye d'avancer. Voilà, complètement. Ouais. On ne baisse pas les bras, on continue d'avancer et on essaye de transformer ces expériences négatives en choses positives, en fait, complètement. Ouais, et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je pense souvent à... Je me dis, mais qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, en fait, parce que... Bon, là, c'est un petit aparté sur ma vie personnelle et c'est mes choix personnels, donc ça n'engage que moi. Mais moi, par exemple, j'ai fait le choix de ne pas construire de vie de famille et de ne pas faire d'enfants. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des pays et que je peux savoir si mon enfant est porteur ou non avant qu'il naisse, mais j'ai pas envie de faire vivre ça à mon enfant, en fait. Étant aidant aujourd'hui, je sais exactement ce qu'est cette maladie. J'ai clairement pas envie de faire vivre ça à quelqu'un, et donc j'ai ce besoin en moi de transmettre quelque chose, en fait. Et je pense aussi que c'est ça qui me pousse vers ce genre de projet, ce genre d'initiative, parce que j'ai envie de laisser quelque chose derrière moi, de transmettre mes compétences, mes expériences, et au moins le jour où je serai malade, j'aurai le moins de regrets possible, c'est ça. Et je laisserai une bonne image de moi. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de se poser ces questions-là. Non, bien sûr. Même si ça peut paraître dingue qu'on se pose déjà ces questions-là à 30 ans, mais malheureusement... Je pense que tu ne les as pas posées à 30 ans, je pense même que tu les as posées bien avant 30 ans. C'était déjà un peu... Non, c'est plus venu ces dernières années, ouais. Après le test, en devenant plus mature aussi. C'est comme ça que je me suis posé ce genre de questions, et je me dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, en fait, Dimitri ? Quelle image les gens auront de toi quand tu seras plus là ? Je me les pose vraiment, ouais. Et c'est ça aussi qui me motive dans ma vie de tous les jours. À avancer, à essayer de faire des choses bien, à être gentil avec les gens, à apporter des choses positives. Ouais. Non, mais complètement. En effet, je pense que ça, c'est le côté de la maladie, en effet, qui est ressorti aussi du côté de chez moi, c'est que voilà, j'essaye en tout cas de me prendre moins la tête avec les problèmes futiles du quotidien et essayer, on va dire, d'apporter de la valeur dans ma vie et auprès des gens. Exactement. Tout l'idée de ce podcast d'ailleurs, c'est d'apporter à ceux qui ont la maladie. Et c'est génial ce que tu fais d'ailleurs. C'est moi qui te remercie parce que tes podcasts, c'est vraiment une superbe idée. Je trouve que ça peut, comme tu le dis, ça peut vraiment influencer les gens. Enfin, je pense que la meilleure chose à faire, en fait, c'est simplement de parler de notre vie, de notre vécu. Je pense, ouais. Parce que les gens, ils vont forcément s'identifier à nous. Et ils se disent, ah bah tiens, je suis pas tout seul. Dimitri, ah bah d'accord, il fait des projets, ça a l'air d'être une personne forte et tout, mais bon, il a quand même des faiblesses, il a vécu les mêmes choses que moi. C'est ça. Et on est tous logés à la même enseigne, finalement. Exactement. Et c'est pour ça que dans le podcast, j'essaie d'interviewer la palette de gens la plus large possible pour donner une vision qu'on va dire qu'en fait ça arrive à tout le monde, que tout le monde a des situations différentes, toutes aussi compliquées les unes que les autres, et qu'au final tout le monde essaye d'avancer avec... de pouvoir inspirer et influencer positivement les gens dans leur vie, complètement. J'ai exactement les mêmes objectifs et la même dynamique de vie actuellement. Super. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Dimitri, et je te propose qu'on se parle de ce que tu auras appris quand tu seras de retour. Avec grand plaisir, ouais. Okay. Avec grand plaisir, on aura de quoi discuter. Merci, Dimitri. Merci, Thomas. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.